Bienvenue les 18 et 19 juin 2013. De terribles inondations touchaient nos Pyrénées, des maisons emportées par les flots, des axes routiers complètement détruits, toute une géographie et une économie bouleversées. Que s'est-il passé depuis? Où en sont les indemnisations et les sinistrés un an après? Qu'est-ce qui a été reconstruit? Que reste-t-il à faire? Quels enseignements a-t-on tiré de cette catastrophe naturelle? Voici les questions que nous allons poser à nos invités aujourd'hui. Carole Delga, bonjour. Bonjour. Vous étiez députée socialiste du Comminges et donc de Saint-Béat au moment des événements. Vous êtes aujourd'hui secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Merci à vous. Vous nous réservez la primeur, votre premier plateau télé. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, c'est intense, mais les rencontres sur le terrain sont enrichissantes et nous avons de nombreuses politiques à développer pour nos commerçants, nos artisans et nos petites et moyennes entreprises. Et vous étiez ce vendredi en Ariège, pour le dire. Michel Pellieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président PRG du Conseil général des Hautes-Pyrénées, un département fortement touché qui se relève peu à peu, on le verra avec vous. Et puis, pour réaliser une expertise plus technique, mais aussi prendre du recul sur la donnée environnementale, Michel Azot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Centre pyrénéen des risques majeurs. Et puis, lui est avec nous comme chaque semaine. Laurent Dubois, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, première question à chacun d'entre vous. Quelle image gardez-vous de ce mois de juin 2013 et de ces inondations, Carole Delga? C'est le formidable élan de solidarité que nous avons pu connaître sur nos territoires parce qu'il y a eu vraiment des milliers de personnes qui sont venues aider matériellement ou aussi financièrement. Et puis s'il y avait vraiment une image que je devrais retenir, ce sont quand les jeunes de Bellefontaine sont venus aider les sinistrés sur la commune de Fos. C'était une rencontre de générations et une rencontre de milieux différents. Et ça a été vraiment un échange culturel et un échange humain de grande valeur. Comme quoi, de tout événement dramatique sortent aussi de belles histoires. Michel Pellieu, quelle image gardez-vous? J'ai survolé le pays des Gaves et notamment tout le pays Toy, la vallée de Barèges, le 19 au matin avec un hélicoptère parce que les routes étaient coupées inaccessibles. C'était l'image d'un désastre total, d'un cataclysme inimaginable. Toute la vallée du Bastang, de Barèges à Luz, le col du Tourmalet était complètement dynamité. Barèges était éventré de partout, tous les accès étaient coupés. Plus bas dans la vallée, le secteur de Pierrefitte, Villelongue, les routes étaient coupées. Et puis Lourdes aussi était inondée, tous les sanctuaires. C'était un gros désastre sur ce territoire. Un gros désastre, un événement, peut-être une catastrophe naturelle extraordinaire aussi, Michel Azot. Oui, je pense qu'elle est ordinaire dans le sens où il y en a déjà eu des comme ça. Elle est exceptionnelle parce que son ampleur et l'énergie qui a été l'énergie du cours d'eau qui emporte les matériaux et qui vient fracasser tout le lit du Gave en particulier, a eu des conséquences dramatiques. J'en retiens quand même quelque chose d'intéressant parce qu'en définitive, on ne le dit pas aujourd'hui, mais le mois de juin, c'était la deuxième vague d'inondations majeures que l'on connaissait dans la vallée des Gaves. On a vu Lourdes notamment déjà inondée. En 8 mois, moi j'ai vu des socioprofessionnels en particulier se remonter avec une énergie farouche pour reconstruire. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est-à-dire à la fois l'énergie de la nature qui va dévaster, mais en même temps la volonté des hommes, alors qui s'exprime auprès des socioprofessionnels, qui s'exprime aussi dans les collectivités, et on pense au département des Hautes-Pyrénées, enfin la mobilisation de tous, c'est cette image positive, ce que vous soulignez à l'instant. Alors justement, cette dynamique des socioprofessionnels, des collectivités locales, de l'État, on en est où aujourd'hui? Par exemple à Saint-Béat, Carole Delga, un an après? Alors, un an après, sur le secteur de Saint-Béat, il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits sur la Garonne, d'autres qui vont se dérouler en période de basse eau, c'est-à-dire à partir de la fin du mois d'août, pour pouvoir sécuriser. Mais ce sont également des commerces qui ont réouvert à Saint-Béat et nous avons aussi des établissements touristiques sur le Luchonnet
qui recommence à accueillir de la clientèle, des agriculteurs qui ont pu reconquérir certaines terres, qui ont repris aussi des activités et des collectivités locales qui ont investi de façon significative avec les aides de l'État, du Conseil général, de la région, de l'Agence de l'eau Adour-Garonne également. Et puis, grâce aux aides aussi à tous les dons qui ont été faits. Pour un exemple, pour l'Association des maires de la Haute-Garonne, c'est quasiment 900 000 € de dons. On va les entendre dans le reportage tout à l'heure, l'AMF 31. Sur les Hautes-Pyrénées, vous l'avez dit, Michel Pellieu, des images incroyables, vues d'hélicoptère, des axes routiers complètement détruits. On en est où aujourd'hui, clairement, au niveau des réparations? Je vais situer les choses dans le temps. Le 19 juin, je faisais ce constat le matin. L'après-midi, je recevais le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, aujourd'hui Premier ministre, et Delphine Batho, ministre de l'Écologie. Dans le même temps, je demandais à mes collaborateurs de réunir toutes les entreprises de travaux publics du département pour les rencontrer à 17h au Conseil général. Et j'avais indiqué au ministre de l'Intérieur comme à la ministre de l'Écologie que nous allons oublier les procédures classiques du Code des marchés publics, de la loi sur l'eau. Il fallait éviter les lourdeurs administratives. Il fallait éviter les lourdeurs administratives. Il fallait pouvoir se mettre au travail dès le lendemain. Et donc, j'ai demandé aux entreprises de me fournir un bordereau de prix unique pour toutes les entreprises, pour faire que les 15 entreprises du département ne soient qu'une et que dès le lendemain, on puisse rentrer dans une phase de reconstruction. Parce que face à un tel désastre, face à la détresse des populations, il fallait montrer que de suite, on était en capacité de reconstruire et de reconstruire rapidement, parce qu'il fallait rétablir des accès d'abord, même au niveau de pistes un petit peu tout-terrain. Il fallait raccorder Barèges dans son bassin de vie, parce que Barèges était complètement isolé. Tous les villages du Haut-Bastan étaient complètement isolés. Il fallait pouvoir rétablir des accès rapidement. Et on a accompli avec le concours des entreprises des choses assez fantastiques. C'est vrai que quand on associe le monde de l'entreprise au pouvoir public et quand on s'affranchit d'un certain nombre de contraintes administratives, on peut se redresser rapidement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a fait un travail énorme que j'ai plaisir à saluer aujourd'hui et encore à remercier forcément, bien sûr, le monde de l'entreprise. Michel Azot, il y a des travaux évidemment qu'il faut faire dans l'immédiat, mais il y a aussi des travaux un peu plus à long terme d'expertise qui n'ont peut-être forcément pas été encore réalisés. Je crois que de toute façon, à toute situation de cette nature, catastrophe, donc, puisque là, il n'y a pas d'autre terme, il faut tirer des enseignements. Et ces enseignements sont effectivement à deux niveaux, sur les deux temps que sont le temps de la résilience, qui va permettre à l'économie de repartir, et elle est repartie très vite. Il faut le souligner, on a des outils aujourd'hui dans notre pays qui permettent d'aller vite et avec, encore une fois, une énergie assez folle. De l'autre côté, les enseignements, c'est aussi les enseignements scientifiques que l'on doit tirer de ces événements. Sans doute aussi du fait que l'on ait eu, de façon, alors là, vraiment très exceptionnelle, deux crues majeures sur un temps aussi limité. Alors, évidemment, on peut dessiner des modèles, on peut expliquer pourquoi ces événements se sont déroulés. La question se pose, évidemment, de savoir si on peut réitérer des situations de ce genre. C'est la grande réflexion aujourd'hui, et je pense que là, ça mobilise tout le monde scientifique, et en particulier dans le domaine hydrologique. On va y revenir. Alors Laurent, Michel Pellieu y a fait référence. Parfois, il faut aller au-delà des contraintes administratives, même parfois au-delà des lois, l'appel au marché public notamment. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi parfois difficile de faire travailler public, privé, collectivité, État, tous ensemble, même quand on est pressé ? Association Conseils généraux des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne, région Midi-Pyrénées, l'État, plusieurs acteurs au chevet des sinistrés. Alors, ça passe ou ça coince? A priori, ça coince cette semaine à Saint-Béat, barrage filtrant. Difficile pour vous, Patrick, d'aller acheter du pastis ou des cigarettes en Espagne, car il y avait des manifestants dans la rue, des habitants regrettant l'inaction des pouvoirs publics. Tout à l'heure, on va visionner un sujet d'Amélie Poisson, qui relève aussi la difficulté des dons qui ne sont pas arrivés dans les poches des sinistrés. Mais attention au poids des images et au choc des impressions. Deux critères pour vraiment savoir si l'aide est au rendez-vous. C'est l'efficacité et la rapidité. L'efficacité, indéniablement, il y a eu une activation des réseaux publics qui s'est effectuée. Michel Pellieu vient de le rappeler. Quelques chiffres.
Le Conseil régional de Midi-Pyrénées a par exemple exceptionnellement permis des avances de trésorerie à 50% pour que ce soit fait dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais. Donc la rapidité, elle était là, même si certaines communes, parfois, ont dû refaire les dossiers, ont dû remettre les choses en chantier et ça a allongé les délais de décision. Second critère, je viens d'en parler, c'est effectivement la rapidité. À part pour l'aménagement des berges, elle est plutôt au rendez-vous, mais le vrai débat qui fâche, on en parlait tout à l'heure en maquillage avec Michel Pellieu, c'est l'État. Le Conseil général de Haute-Garonne regrette que l'État ait versé à peine 10% des subventions sur une enveloppe de 12 millions d'euros. Michel Pellieu souligne qu'il a dû ferrailler avec l'Élysée pour obtenir une prise en charge par l'État. Au moment où les collectivités locales se serrent la ceinture, c'est vrai que la gestion de cette catastrophe naturelle, pour eux, c'est une très mauvaise nouvelle et que l'État, disons-le franchement, s'est défaussé. Alors, Carole Delga, vous êtes, vous, maintenant, au gouvernement, donc vous avez connu les deux côtés, c'est-à-dire la députée de terrain, aujourd'hui l'État. Votre analyse par rapport à cette explication de texte de Laurent Dubois ? Alors, disons que concernant l'engagement de l'État, sur le sud de la Haute-Garonne, il y a quand même eu 9 millions d'euros d'attribués, ce qui est quand même significatif. Dans les Hautes-Pyrénées, comme le président du Conseil général l'a quand même mentionné, les dégâts étaient d'une toute autre ampleur. Je suis allée, il y a de ça maintenant 10 mois, dans les Hautes-Pyrénées. C'est vrai que j'ai vu des dégâts qui étaient sans commune mesure avec ce que nous avions connu. Donc c'est vrai que les enjeux qui étaient de reconstruction étaient bien plus fort que sur le sud du Comminges. Pour autant, moi je trouve que l'État a été présent auprès des collectivités locales, les subventions ont été attribuées. Ensuite, je pense que surtout il y a un manque de communication sur la nécessité de faire certains travaux et de l'organisation de ces travaux-là. Ce qu'on a pu entendre lors de la manifestation de mercredi sur le canton... Avec des banderoles, où sont les travaux ? Les travaux, ils ont été faits. Il y a quand même eu 900 000 euros de travaux qui ont été faits dans le lit de la Garonne. Il y en a d'autres qui vont être faits. Mais l'armée est venue, je le rappelle, aussi pour enlever quand même tous les embâcles sur Fos et également sur Miramont de Comminges. Mais il est nécessaire de mieux expliquer à la population le temps qui est nécessaire pour bien calibrer les interventions et aussi que de creuser le lit de la Garonne, ce n'est pas ça la vraie solution. Et il peut sembler spontanément que cette solution simpliste serait la bonne, mais je me fais un mea culpa, je me mets bien sûr en totale solidarité avec le gouvernement. Je pense que nous devons mieux expliquer et dès la semaine prochaine, le sous-préfet de Saint-Gaudens fait une réunion pour expliquer techniquement les enjeux. On va y revenir justement dans quelques instants sur comment on creuse la rivière, qu'est-ce qu'il faut faire pour aménager justement ce cours d'eau qui a fait tant de mal. On va rester en Haute-Garonne et on va aller voir justement les dons, les indemnisations, comment elles ont fonctionné avec quelques polémiques, notamment celle sur la prime qu'avaient voulu donner aux sinistrés de Saint-Béat les coureurs du Tour de France. C'est un reportage d'Amélie Poisson et Mathias Garnier. C'est une affaire qui fait du bruit. En 2013, les coureurs du Tour de France offrent leur prime aux sinistrés, 39 000 €. Une somme à laquelle s'ajoute la collection des maillots dédicacés du 100e Tour de France. Pourtant, à ce jour, Pascal Chanteur, garant de l'argent des coureurs, n'a pas versé ses fonds. À partir du moment où on a été interpellé par un certain nombre d'associations de sinistrés, qui disaient que pour l'instant, il y avait beaucoup d'argent et qu'ils ne savaient pas où cet argent passait, eh bien, on s'est retrouvé dans la problématique de bloquer cet argent pour ne pas être obligé de le retrouver à des endroits où il n'aurait pas été convenable qu'il soit. Parmi les associations montées au créneau, Sauvons Saint-Béat. Son président dénonce des pressions. Il regrette que cet argent n'aille pas directement aux sinistrés. Lorsque des gens font un don pour des sinistrés, c'est pour que ça aille pour des sinistrés. C'est pas fait pour aller arranger des routes ou refaire des ponts ou mentionner qu'on en va faire les berges de la Garonne ou je ne sais quoi. C'est la finalité, ceux qui ont donné, c'est pour les sinistrés. Et aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Fin mot du litige, ces primes de coureurs atterriront dans les caisses de l'Association des maires de France de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. On a récolté 900 000 € et on a su quoi en faire par rapport à notre clé de répartition, commerçants, artisans, agriculture, etc. Mais si je regarde sur mon bureau, j'ai plus de 140 000 € de factures qu'ont les maires à leur possession qui ne sont pas payées. Donc, c'est pour ça que j'aurais préféré de loin par rapport à notre fonctionnement AMF, collecter tout. Bon, n'en parlons plus. Donc cet argent, on sait ce qu'on va en faire et il sera communiqué comme les autres. Des querelles de chapelle, diront certains.
Mais un an après la catastrophe, beaucoup s'interrogent sur l'affectation des dons et des indemnisations. D'autant que rarement en France, des communes auront été aussi bien aidées et soutenues. Le Conseil général a promis une aide de 12 millions d'euros, le Conseil régional 9 millions d'euros. À cela s'ajoute l'État, 7 millions d'euros. L'État s'est puissamment engagé, depuis un an, pour les populations, pour les collectivités, pour ses propres besoins. L'État s'est puissamment engagé, d'abord en matière de prévision pour l'avenir. On a amélioré nos dispositifs de prévision parce qu'il est vrai que les situations de détresse que nous avons rencontrées ne doivent pas se reproduire. Malgré cet afflux d'argent, aujourd'hui encore, les villages et leurs habitants continuent de panser leurs plaies. Ici à Saint-Béat, les stigmates de la crue sont bien visibles. Alors, parlons des sinistrés maintenant. Est-ce que, Michel Pellieu, de votre point de vue, ils ont été suffisamment aidés ? Bon, moi, je voudrais dire qu'en Haute-Pyrénées, d'abord, l'État quand même a été à la hauteur. Le Conseil général a donné le ton au niveau de l'engagement, mais derrière, l'État a suivi et l'État a fait des efforts importants. Aujourd'hui, sur Barège, il y a d'énormes chantiers d'endiguement du Bastan dans la traversée de Barège. Et les collectivités locales, le syndicat local est subventionné. 12 millions d'euros pour 1500 mètres de rive, disiez-vous. Oui, c'est des chantiers colossaux. Oui, financés à 80-90% par l'État, avec des compléments du Conseil régional Midi-Pyrénées. Et le Conseil général, de son côté, lui, il a 30 millions de dégâts. L'engagement de l'État est à hauteur de 17 millions, soit 60% du montant de la dépense, ce qui est quand même quelque chose de raisonnable, même si au départ, l'État voulait s'en sortir en invoquant une circulaire. Vous avez dû ferrailler à 30%. Vous avez dû ferrailler, vous avez doublé la mise, c'est pas mal. On est passé à 45 et le compte n'y était pas, on est passé à 60. Les sinistrés, de votre point de vue, est-ce qu'ils ont été suffisamment aidés ? Les sinistrés, l'association départementale des maires, était moins bien servie que celle de la Haute-Garonne. Au regard du préjudice subi. Nous, en Haute-Pyrénées, les dégâts, les dons ont été de l'ordre de 650 000 euros, que nous avons répartis récemment, ces derniers jours, où nous sommes venus en complément des enveloppes données par l'État et par la région. Ça représentait du 0,5%. C'était une façon de répartir ces montants de façon assez équitable par rapport au montant des préjudices subis. Et on a accompagné aussi le monde agricole, notamment pour ramener de la terre, pour reverdir des zones qui avaient été dévastées. Et leur outil de travail. Et il reste aujourd'hui en gros 50 000 euros à répartir pour des cas bien précis, mais l'enveloppe des 650 000 euros, elle est répartie. Pour ce qui est du Tour de France, ça fait des coureurs du Tour de France, pas plus tard que hier, Pascal Chanteur. Je lui ai demandé est-ce que cette enveloppe soit maintenant débloquée, parce que je ne pouvais pas revenir au Tour de France dans les Hautes-Pyrénées. Oui, alors que la première n'a pas été développée. Donc elle doit être débloquée rapidement. Carole Delga, les sinistrés, d'après vous, de votre point de vue, est-ce qu'ils ont été suffisamment aidés ? Alors, les sinistrés ont eu des aides d'urgence par l'État, par un fonds d'État qui est spécifique, qui passait par le biais des communes. Ensuite, donner les dons directement aux sinistrés, cela a quand même posé un certain nombre de problèmes parce qu'il faut après étudier chaque dossier, chaque besoin, et on a toujours choisi des structures intermédiaires comme par exemple un centre communal d'action sociale. Donc nous avons plutôt choisi des actions collectives mais qui pouvaient être aussi par des associations de bienfaisance qui permettaient de renouveler le frigo qui était abîmé. Ensuite, il y avait aussi toute la question des assurances. Oui, là, il a fallu beaucoup travailler. Est-ce qu'elles ont joué leur rôle, les assurances ? Parce qu'on dit toujours on paye les assurances, et quand on en a besoin... Alors, il a fallu, comme le dit Michel Pellieu, il a fallu un petit peu se battre. Mais dans les Pyrénées, on a l'habitude de savoir mener à bout une idée. Donc, nous avons travaillé, nous avons insisté auprès des assurances, et globalement, il reste encore quelques dossiers, mais globalement, les assurances ont joué le jeu. 2 médiateurs avaient été nommés. En tant que député, quand j'étais saisie de difficultés, j'intervenais et il était donné en effet satisfaction. Et par exemple, dans le dossier, j'ai un courrier que j'ai reçu cette semaine par un acteur touristique qui a eu un don par le biais de l'association des maires de la Haute-Garonne. Donc cet argent qui a été collecté, il a été distribué pour que l'intérêt général puisse en bénéficier. Et je pense que des petites polémiques, voire des propos polémistes qui voudraient être développés, n'ont pas trop cours.
il y a eu une gestion raisonnable et efficace. Alors, on va revenir au chapitre technique maintenant, parce qu'il y a aussi des questions qu'on se pose, Michel Azot. On a vu le préfet de région tout à l'heure dans le sujet. Lui, sa position est claire, techniquement. Il ne va pas enrocher les berges, les aménager, comme certains riverains l'avaient demandé, et comme les Espagnols du côté du Val d'Aran, par exemple, l'ont fait. Alors, est-ce que c'est la bonne stratégie, clairement, d'après vous ? Sur l'aménagement des cours d'eau, c'est toujours un souci important, surtout dans nos zones qui sont des zones à forte pente, c'est les zones torrentielles. La réaction, qui est la réaction humaine qu'il faut comprendre, des riverains, le long d'un cours d'eau, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est d'élever des murs de façon à ce que le cours d'eau reste toujours sur un lit que l'on voudrait figer dans le temps. Le problème, c'est que le cours d'eau, lui, il se comporte suivant des aléas, et que les enjeux augmentent à mesure que l'anthropisation, elle aussi, gagne du terrain. Et donc, on est amené à voir ces comportements de protection devenir de plus en plus importants. Il y a un risque énorme. L'endiguement, je pense qu'il est nécessaire sur certaines zones pour protéger certaines zones. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'un endiguement, quel qu'il soit, va aboutir à des accélérations. Il augmente le débit pour l'aval. Et notre problème à nous, qui est le problème des crues torrentielles, c'est bel et bien cette accélération de l'eau qui emporte des matériaux et qui va propulser des bombes un peu partout et détruire. Alors c'est des destructions de ponts, d'infrastructures, c'est des destructions de maisons. Donc il faut évidemment réfléchir à la meilleure solution. Ce que j'ai entendu de ce qui se passe en Espagne est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on va pousser vers l'autre. On se dit, si l'Espagne elle canalise, est-ce que nous on ne va pas prendre un débit plus fort ? Il serait complètement illusoire d'imaginer que l'on va ériger des murs le long des cours d'eau qui seraient de gigantesques murailles qui iraient jusqu'à l'océan. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens. Je crois qu'il faut réfléchir globalement et je trouve que c'est un très très beau sujet européen, ça quand même, et transfrontalier avec nos amis espagnols, de justement travailler sur des lits de cours d'eau qui nous concernent tous et de voir quels sont les aménagements, sachant que on sait là où se situent les enjeux, là où se situent les zones de fragilité, comment les protéger. Moi, j'ai vu comment aujourd'hui, par exemple, les socioprofessionnels se protègent, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire quelle est la protection publique, mais quelle est la protection privée ? Comment on élève le seuil de la résistance par rapport à une catastrophe dont on sait qu'elle est réitérante. Donc il faut aménager, c'est certain, mais il faut le faire avec raison. Alors Laurent, justement, Michel Azot vient de le dire, ce serait un beau sujet de réflexion de politique européenne, mais est-ce que ce n'est pas justement aux politiques nationales ou locales à un moment de taper du poing sur la table et de dire il faut prendre ces règles, cette réglementation ? Des politiques plus dures, des réglementations plus fermes, mais c'est fait. Loi Barnier 1995, un maire peut refuser de délivrer un permis de construire. Dans le code de l'urbanisme, il est précisé que la reconstruction des bâtiments détruits doivent l'être en l'état, mais on peut très bien refuser de le faire si ce bâtiment est dans une zone sinistrée. Alors bien sûr, il y a toujours les contre-exemples. Chez nos voisins languedociens, un maire proche de Perpignan, de manière hallucinante, a délivré un permis de construire sur une zone inondable, a fait que le préfet saisisse les tribunaux. Donc il y a toujours les contre-exemples. L'autre point, c'est aussi la responsabilité des administrés. À Saint-Béat, la fermeture des 2 campings était inévitable. La fermeture des 2 campings était forcément très négatif sur la vie économique de la commune, et on a eu des réactions violentes à tel point que le sénateur qui avait sa permanence en Saint-Béat a dû la déménager parce que son assistante faisait l'objet de menaces et de pressions. Donc c'est aussi une question de responsabilité collective. Il faut appliquer les réglementations, on peut les améliorer, mais il faut que politiques et citoyens arrêtent de se dire qu'après le déluge, parce que la fois où le vrai déluge arrive, après évidemment il n'y a que des récriminations et une sorte de rancœur qui s'exprime plus ou moins intelligemment. Alors politique justement, une question directe, est-ce que ce type d'événement fait prendre aux politiques conscience qu'effectivement les catastrophes naturelles, si elles ne sont pas plus nombreuses, peuvent survenir. Est-ce que vous allez provisionner des budgets ou est-ce que vous provisionnez déjà des budgets en vue de tels événements, Michel Pellieu ? Bon. D'abord, je voudrais revenir un peu à l'esprit de la loi sur l'eau. Je trouve que rapidement, il nous reste 3 minutes. Rapidement, qu'on ne peut pas avoir le même régime au niveau de la loi sur l'eau quand on est dans des zones torrentielles et quand on est dans des zones plates.
Autrement dit, je pense que dans les zones à forte pente, il faut quand même garder le principe d'endiguement des rivières et qu'il faut éviter les champs d'expansion de crues parce qu'on traverse des lieux habités. C'est le cas à Saint-Béat, mais c'est le cas à Barèges ces jours-ci. On ne peut pas faire autrement que d'endiguer. Après, il faut s'arranger pour mettre en place des seuils pour casser la vitesse du torrent. Les champs d'expansion des crues, c'est fait pour les zones plates. Je dis, l'Adour, quand il est à Peyrehorade, il peut très bien monter et se mettre en champ d'expansion de crues. Ce n'est pas forcément la même chose que dans les zones de montagne. Par contre, après, pour revenir à la question posée, c'est sûr qu'on est obligé de prendre en compte aujourd'hui de plus en plus ce type d'aléas, de provisionner des réserves intempéries, de dimensionner les ouvrages d'art en tenant compte de ces forts débits d'eau. Bon, on a eu le cas la semaine dernière, nous, sur les Hautes-Pyrénées, on a eu 2 ponts qui ont été emportés. Eh oui. Donc il faut aujourd'hui redimensionner ces ouvrages, tenir compte de ces aspects-là, y compris en matière d'urbanisme, tenir compte du débordement des rivières pour éviter des erreurs en matière d'urbanisme. Même question, Carole Delga. Est-ce qu'il faut envisager aujourd'hui une réserve financière quand on est politique pour ce type d'événement? Alors dans le budget de l'État, il y a une ligne qui est toujours présente pour toutes les catastrophes exceptionnelles qui peuvent arriver sur le territoire national. Et d'ailleurs, ce sont ces réserves qui ont permis de débloquer rapidement des sommes très, très importantes. La coopération avec l'Espagne, le renforcement est effectif déjà depuis 6 mois, puisqu'un plan d'urgence commun est en train d'être mis en place entre l'Espagne et la France, en particulier au niveau du Val d'Aran. Et puis, nous avons aussi plusieurs sujets à développer pour l'avenir de ces territoires, parce que l'investissement de l'État, l'investissement des collectivités locales n'est pas fini. Sur le territoire de Saint-Béat, de Fos, nous allons réfléchir à une réimplantation de camping, parce que bien sûr, il est nécessaire d'avoir des touristes pour soutenir l'économie locale. Nous avons des projets, nous serons présents et toujours combatifs. Merci. Dernière question en 30 secondes, Michel Azot. Est-ce qu'on a à redouter d'autres événements comme ça ou pas? Par principe, il faut toujours redouter l'événement. Bon, en plus, on est dans une situation... Les modèles aujourd'hui, pour l'année, c'est difficile parce que les modèles sont assez complexes, nous donnent une période avec forte propension aux orages. Alors ça, c'est un autre problème. À surveiller, oui. Ça, c'est plus subi, plus imprévisible. Oui, mais ce sont des effets aussi très forts. Michel Pellieu venait d'en parler. Les pluies violentes provoquent des crues torrentielles majeures et donc faire très attention. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté ce débat. Merci à vous, Laurent. C'est les vacances, hein, c'était la dernière de la saison. Ça y est, vous avez sorti les shorts et les tongs. Voilà, on se retrouve en septembre. Hein, et puis, par solidarité, vous allez aller passer vos vacances dans les Pyrénées. Forcément. Évidemment. Même s'il n'y a plus l'ours. Voilà. Enfin, en tout cas, Balou. Bravo. Merci à vous. Bon week-end sur France 3 Midi-Pyrénées. Dans quelques instants, le journal de midi.